C'est l'histoire d'un petit garçon né dans une famille de peintres et de collectionneurs délirantes, uniquement dévolus à l'art entre les coraux, les Degas et les Manet, mais surtout entre les crises de nerfs, les hurlements, les coups de folie et les appels à police secours. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a raté 5 fois son bac, qui s'est vu refuser son premier manuscrit par 13 éditeurs, qui s'est fait humilier par le tout Paris, mais qui toujours au fond de lui, tel Napoléon, a gardé ce rêve complètement fou qu'il était promis à un grand destin. Et c'est l'histoire d'un académicien qui s'est toujours senti un bâtard, un snobé, un frix, un marginal se cachant sous le masque du classicisme et qui en aura gardé le goût de la modestie, de l'humilité, de l'humour, de la légèreté, du panache, de l'ivresse et de la désinvolture. Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je garde cette comparaison avec Napoléon qui me va très bien. Parce que je suis extraordinairement modeste. En revanche, il y a une petite erreur. C'est que vous dites que j'ai raté 5 fois mon bac. Non, j'ai quand même fini par avoir mon bac, parce qu'il y a une mauvaise langue qui disent que je ne l'ai pas eu. Non, et ça a été comme pour l'académie, je me suis pris à 5 reprises, mais j'ai eu mon bac, et ensuite j'ai raté ma première année de lettres, ma première année de droit, mais néanmoins, j'ai eu mon bac. À l'âge où Jean d'Ormesson a eu l'agrégation de philosophie. C'est vrai, j'étais pas en avance, mais j'avais un problème avec les études. Et puis, je n'arrivais pas à entrer dans la réalité. Au fond, j'étais dans le rêve. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'ai jamais aimé qu'on me parle au milieu de 40 personnes. Voilà, j'aime bien qu'on me parle directement. Et vous êtes là pour ça. Vous êtes toujours senti un pêcheur de Noirmoutier en même temps dans les dîners, dans les salons. Non, faut pas exagérer. Non, mais j'ai adoré, c'est vrai. J'ai une image, hélas, un peu je ne suis pas de snob, de mondain, ce qui est effroyable pour un écrivain, c'est ce qu'il y a de pire, mais qui n'est pas complètement fausse, qui est fausse dans ce sens qu'un mondain, c'est quelqu'un dont l'intérêt n'est que la mondanité. Alors, moi, mon intérêt, c'est la littérature. Mais j'ai gardé de cette vie avec les pêcheurs de Noirmoutier, justement, une vie dans la simplicité, une vie où il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, on s'éclairait quasiment à la lampe à huile. Et en même temps, il y avait une bonté chez ces gens qui vivaient avec presque rien. Et j'en ai eu la nostalgie. Et très souvent, dans ma vie, quand je me suis retiré dans un monastère à Samos, en Grèce, eh bien, j'ai retrouvé cette vie rudimentaire, cette vie simple. Je partagerai volontiers l'image du général de Gaulle. Les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent. Et est-ce que vous trouvez parfois que les écrivains se prennent souvent pour le grand écrivain, sont assez prétentieux? Et vous disiez que dans votre famille, la seule maladie mentale qu'il n'y avait pas, c'était le snobisme. C'est vrai. Il n'y avait aucun snobisme dans la famille. J'étais le premier un peu à sortir un peu. Mais moi, j'avais une curiosité sociale, puisque j'ai aimé, au fond, aller dans des milieux différents. Moi, mon rêve, c'est d'être bien partout, de pouvoir voir des duchesses, mais aussi des pêcheurs de Noirmoutier. Ce que j'aime, c'est la vie, dans toutes ses variations, dans toutes ses avatars, parce que ce qui compte, c'est une personnalité, un individu. Et c'est pas ça, la classe sociale à laquelle il appartient. Oui, d'ailleurs, vous racontez même, on pourrait se dire, quand on invite Jean-Marie Roire, il faut faire très attention, être très précautionneux. Non, même vous êtes une fois invité dans une sorte de municipalité des volcans d'Auvergne, et vous êtes reçu, on ne sait même pas comment vous appelez, c'est terrifiant, et vous êtes très content. Vous dites après tout, c'est... Très content, c'est peut-être exagéré. On a pris exemple sur eux. Non, il ne faut pas pousser la modestie trop loin de ce point de vue-là. Non, parce qu'un écrivain, il aspire au succès, il aspire à être reconnu. Et là, c'était un phénomène assez drôle, parce que le libraire m'avait beaucoup insisté pour que je vienne, et c'était un pactaquès total, puisque la personne qui me recevait ne savait plus mon nom, monsieur Renard. Ensuite, elle pensait que j'étais de la famille de Monet, de Manet, enfin bref. C'était un pataquès total. Mais j'ai pris ça, vous savez, ce qui est merveilleux dans la littérature, c'est que, au fond, tout est récupéré par la littérature, voilà. Et que les échecs, et ça c'est un petit échec, un échec d'amour-propre, mais les échecs amoureux, qui sont là, effroyables. Et dans ces échecs amoureux, ce qui est merveilleux, c'est que la littérature, une femme qui vous quitte, eh bien, on peut la rattraper.
on peut la faire revenir grâce à la littérature. Et j'étais un des premiers à travailler réellement, à avoir gagné ma vie, si vous voulez. Donc, j'étais plutôt l'homme raisonnable, alors que moi, j'aurais aimé être le poète, pouvoir déconner, faire ce que j'avais envie de faire. Et finalement, j'ai été pris, c'est pour ça que je suis devenu journaliste, et ça a été ma part raisonnable. Mais je voudrais revenir à ce que la question que vous m'avez posée sur la modestie. Vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup chez Proust, justement, c'est cette forme extraordinaire d'intelligence dans la modestie. Et Proust, à propos de Chateaubriand, il n'aime pas beaucoup Chateaubriand, c'est d'ailleurs très bien raconté dans le dernier livre de Bernard de Fallois, parce qu'il dit, il se prend pour un grand homme politique, c'est un peu ridicule. Mais surtout, Proust dit, il se prend pour un grand écrivain. C'est absurde. Comment est-ce qu'on peut se prendre pour un grand écrivain? C'est du même ordre que de la mystique. Or, un mystique ne veut pas dire qu'un mystique est supérieur à un autre mystique. C'est un itinéraire personnel, une quête personnelle, qui ne peut pas, en aucun cas, on ne peut se dire « je suis grand quand on est un artiste ». C'est absurde. Et ça, j'aime beaucoup cette perspective, je suppose, parce que je la ressens. Et je crois, je dirais même, on ne peut pas vraiment, quand on s'adonne à la musique, à la peinture, à la littérature, aux arts, quand on voit tout ce qui vous a précédé, tous ceux à qui on doit tant, franchement, ça rend modeste. D'ailleurs, c'est ce qui vous est arrivé à l'Académie française. On dit que vous êtes très content d'être élu. Vous avez dit non, je suis inquiet, car j'ai eu 2 voix de plus que Balzac. Pas 2 voix, j'ai eu 16 voix de plus. 16 voix de plus même. Oula, ça change tout. Ouais. Alors, on va revenir sur votre famille. Et vous disiez que votre famille avait une passion pour l'art, on pourrait dire jusque-là tout va bien, mais une passion exclusive pour l'art, qui avait en quelque sorte dissous tout le goût des pratiques sociales, qui faisait presque une famille d'associables en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Ils étaient tellement intoxiqués par leur goût pour la peinture, aussi pour la littérature, mais enfin surtout pour la peinture, que finalement ils ne vivaient que pour ça. Les conversations à table, c'était Degas, qui était avec un ami de ma famille, c'était Maurice Denis, c'était Velázquez, c'était pas seulement les peintres de la famille, mais c'était aussi tous les peintres qu'ils avaient collectionnés. Et moi, ce qui me manquait, c'était justement cette ouverture à la société. Voilà, je trouve j'avais un manque, surtout avec mon père, qui était un homme vraiment, lui, alors, obsédé par ça. Il s'appelait Augustin Roy, donc qui était obsédé par sa peinture, qui ne vivait que pour ça, et qui n'était pas du tout ouvert aux discussions sur la société, sur la politique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu, moi, ensuite devenir journaliste et m'ouvrir, journaliste politique, rencontrer des hommes politiques et avoir cette espèce de dialogue social qui n'existait absolument pas dans ma famille. Oui, surtout que plus les peintres étaient pauvres, rejetés, mal aimés, misérables, plus votre famille les aimait. Donc finalement, il y avait une sorte de rejet du monde en quelque sorte. Non, je ne dirais pas ça. Ils les aimaient pas parce qu'ils étaient pauvres. Ils les aimaient parce qu'ils considéraient que c'était des grands artistes. Ils se fichaient pas mal que ce soit, du point de vue de l'extraction sociale, ils étaient très amis avec Renoir, qui, vous le savez, était d'origine très modeste, puisque son père faisait de la poterie. Mais ils étaient aussi bien amis avec Manet. Non, ce qui comptait pour eux, c'était vraiment l'exigence artistique et l'intention artistique. Et alors, ce qui pêchait dans cette famille, c'était les nerfs. Et vous racontez que votre enfance était un mélange de crise de nerfs, d'à-coups hystériques, de folie, d'appels à police secours, de séjours à l'hôpital. Enfin, c'était quelque chose d'absolument délirant. Non, j'ai un peu chargé la barque. Non, les appels à la police secours, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a peut-être même pas eu. Non, j'ai voulu montrer que cette famille avait en effet des nerfs un peu. Il y avait beaucoup d'engueulades, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais en même temps, un climat merveilleux parce que sur les murs, il y avait du Manet, des Berthe Morisot, des Corot, des Chardin. Mais en même temps, jamais, quand on jouait aux fléchettes, on envoyait des fléchettes sur les tableaux, on se faisait engueuler. Parce que on ne considérait pas que c'était de l'argent. Voilà. Et il y avait de très bonnes valeurs dans cette famille. On considérait que l'art, c'était fait pour en jouir, pour en profiter, mais que les enfants, de temps en temps, s'égarent et jettent un coup de carabine à plomb sur un tableau, c'était pas trop grave. Donc, on n'était pas dans ce caractère, si vous voulez, de sacralisation de l'art à cause de l'argent. Voilà. C'était un monde en dehors de l'argent, et ça, disons, je trouve que, voilà, aujourd'hui, ça fait du bien de voir des gens qui étaient dans une autre optique. Mais alors, vous écriviez que vous vous sentiez un peu comme un bâtard, un orphelin. Est-ce que vous avez toujours cette impression ou est-ce que oui. Toujours ? Mais je pense, plus généralement,
qu'un artiste est un bâtard. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux bâtards, notamment au duc de Morny, qui était le fils naturel de la reine Hortense. Non, je pense qu'un écrivain, et d'Ormesson, sur lequel j'ai consacré un livre, se sentait lui aussi un peu un bâtard. Il faut rompre avec sa famille. Lui a voulu même rompre avec l'aristocratie. Il a tout fait pour casser avec l'aristocratie, avec Saint-Fargeau, avec les châteaux. Parce que je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui doit trouver son chemin par lui-même, qui commence avec lui-même et qui finit avec lui-même. Voilà. Donc, rien n'est plus éloigné de moi que de revendiquer de quelque façon que ce soit ma famille. D'ailleurs, la première fois que j'ai écrit un livre sur ma famille, j'avais 50 ans, je venais de rentrer à l'académie, je ne veux pas dire que c'est le début du gâtisme, mais enfin quand même, c'était un moment... Quand sinon, tout était fini. Sinon, j'ai horreur des gens qui parlent de leur famille, ça m'assomme, et je trouve qu'on n'est rien par sa famille, on est tout par soi-même. Et alors, est-ce que nous pourrons parler du château du Ménil? Vous avez passé votre jeunesse. Racontez cette ambiance dans ce château un peu à l'abandon, avec des chambres glacées, des lits défoncés, mais où il y avait quand même les fantômes de Mallarmé, de Valérie, de Berthe Morisot. Je crois même que je dis que j'ai fait ma première expérience de fumer du hashish. Vous voyez les sujets qui intéressent nos auditeurs. Voilà, et vous voyez, c'est mes expériences là, mais c'était une époque, il faut vous dire que c'était en mai 68, maintenant je ne le referai plus. Enfin. Vous avez essayé d'autres choses toutefois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était expérimental et j'ai toujours fait très attention. J'étais très raisonnable dans mes expériences de drogue, parce que j'avais lu Junger, et Ernst Junger a fait la même approche, il a tout essayé, mais quasiment sur surveillance médicale. Enfin, bon. Et vous savez, ce que je trouve terrible en tout, c'est les aventures dont on ne revient pas. C'est vrai pour la moto, pour un certain nombre de choses. Je trouve que dans l'adolescence, il y a deux sortes d'expériences. Il y a des expériences qui sont positives, parce qu'on en revient et on en tire quelque chose, et puis des expériences qui risquent de vous détruire. Et vraiment, moi je prie, c'est pour ça que jamais je ferai l'apologie des drogues, j'ai pu le faire parce que j'étais très équilibré, d'une certaine façon. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce que dit le psychanalyste Piaget, il dit la psychanalyse c'est très bien, pour les gens très équilibrés. Pour les autres, c'est une catastrophe. Et moi, je dirais que, pour ce qui concerne le hashish ou l'héroïne, vraiment, c'est pour les gens déséquilibrés, c'est une catastrophe. Vous ne faites pas partie des écrits stupéfiants. Il n'y a pas des livres de Jean-Marie Roire qui ont été écrits sous héroïne. Non, parce que, vous savez, ce que je crois qui est important, je crois que c'est une fausse idée que les gens peuvent avoir de la littérature, c'est de se dire qu'on peut écrire sous les stupéfiants, sous l'alcool. C'est pas vrai. Écrire, un artiste, c'est quelqu'un qui est lucide. Et c'est la lucidité qui fait qu'il trace un trait extrêmement profond, et il atteint une vérité extrêmement profonde. À partir du moment, mais seulement, ce travail de vérité est douloureux, difficile, surtout que quelquefois on n'arrive pas à écrire, quelquefois on traverse et on se prend pour un débile mental, on a l'impression qu'on n'a écrit que des conneries, ce qui arrive quelquefois, il arrive aussi, et donc il y a un désespoir. Et c'est pour soigner ce désespoir que beaucoup d'écrivains ont recours à l'alcool, à la drogue, voilà, au sexe quelquefois même. Et j'espère. Non, moi j'ai essayé de me maintenir. Je suis resté dans l'amour. Et donc, je crois que c'est cette ambivalence. Les gens ont cru que Baudelaire écrivait sous l'effet de la drogue. Non, je crois pas. Je crois qu'il se droguait sous l'effet de l'écriture. Voilà, je crois que, si vous voulez, écrire en soi est une drogue parce que c'est un mélange de plaisir et de masochisme. Voilà. Et que mais seulement les gens qui peignent, les gens qui écrivent, on le voit chez Van Gogh, on le voit chez Gauguin. C'est une terrible souffrance que les gens ne mesurent pas. Et on a besoin de, disons, comme antidote, quelquefois, eh bien, de l'alcool. Alors, il y a aussi le goût du mensonge, parce que moi, quand on fait nos émissions, je dis toujours qu'on a des milliers d'auditeurs, mais j'aurais pu y aller encore plus fort, parce que vous, toute votre enfance, vous avez dit que vous habitiez la maison de Balzac. Oui, enfin, je l'ai dit à 2 ou 3 copains, parce que j'avais peur, j'habitais dans un petit appartement, j'étais dans une famille, de gens très riches. Ouais. Mon grand-père avait plusieurs coraux, il avait Charles Floquet, mes cousins habitaient rue Paul Valéry. Et puis moi, j'habitais dans un tout petit appartement merdique, et j'avais honte de cet appartement,
J'en ai même un peu honte de mes parents, mais je crois que tous les enfants ont honte de leurs parents. Et donc c'est pas très original. Mais j'avais honte de cet appartement qui était mesquin, qui était voilà. Mais en général, disons, je suis un mythomane raisonnable. Je ne suis pas comme Malraux. J'aurais horreur de dire des choses sur moi qui sont fausses. Et je suis plutôt dans une espèce d'hyper franchise. Et j'inventerai pas, si vous voulez, quelque chose de faux. D'abord parce qu'il y a l'humiliation d'être découvert. Voilà. Enfin, vous aimez bien l'humiliation, on verra par la suite. Non, j'aime pas. Je trouve que l'humiliation est quelque chose de riche, puisque on ne fait des choses que pour essayer de dépasser ce sentiment de l'échec et de dépasser les humiliations. Donc je trouve que c'est enrichissant, plus que le succès. Moi, le succès, franchement, Dieu sait que je me suis battu pour essayer d'en avoir un peu. J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès, mais c'est l'humiliation qui vous forge le caractère. Vous décriviez quand vous étiez jeune ce sentiment terrible quand vous alliez dans des familles qui ressemblaient à des tableaux d'Ingres, des familles où tout est propre et rangé, où les discussions sont mesurées, où les voisins ne changent pas de trottoir quand ils vous croisent. C'était ce sentiment... Oui, j'ai eu un moment, à l'âge de 18 ans, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui habitait rue de la Pompe, qui était très chic. Solange, dont les parents étaient très très snobs. Et ils aimaient les duchesses, les princesses, les comtesses. Et donc, j'ai appris ce que c'était que là, le snobisme. Et en même temps, ça m'a amusé, parce que ça me rappelait les romans de Balzac, les romans de Stendhal. Et donc, j'ai été un peu contaminé par ce snobisme, cette espèce de... Mais c'était comme un ethnologue. Je regardais, je me disais, c'est drôle, ces gens qui sont tellement intéressés par les gens titrés, voilà. Et voilà, c'était dépaysant. Et évidemment, je me suis très mal comporté dans cette famille, parce que, enfin, ça a eu un avantage, c'est que c'est là que j'ai rencontré Jean d'Ormesson, parce que Jean d'Ormesson évoluait dans ce milieu-là. Mais je me suis très mal comporté, parce qu'imaginez-vous qu'un jour, j'étais déjà très mal vu par le père, qui, n'ayant pas mon bac, étant fauché, et n'étant pas aristo, oui, j'étais pas très bien vu. Et un jour, je me promène sur les quais, et je vois un livre qui s'appelait Psychopathia Sexualis, du docteur Kraft von Ebing, qui était un livre sur les perversions sexuelles. J'achète le livre, j'inscris mon nom sur la couverture, et je l'oublie sur la table du salon. Vous imaginez, alors la tête du père, qui en disant tous mes défauts, en plus j'étais un pervers sexuel, ça n'a pas rangé mes affaires. Et on voyait aussi comme une sorte de parasite qui dissimulerait sa paresse et ses velléités sous le prétexte d'écrire, et qui attendrait devant sa machine à écrire en attendant que les livres se fassent tout seuls. C'est vrai que j'ai subi, vous savez, à l'âge de 20 ans, j'avais quand même réussi à avoir mon bac, j'étais en première année de droit, et j'ai écrit un livre qui était raté, pas bon. Et il n'était pas bon, mais je l'ai donné à des éditeurs, voilà, qui l'ont tous refusé. 13 éditeurs l'ont refusé, c'est beaucoup. Et donc, mais alors, il a eu un destin étrange, ce livre, parce que je l'avais donné, j'étais donc en première année de droit, et je l'ai donné à mes camarades de travaux pratiques. Vous savez. Et puis un jour, je fais une copie de droit, et le professeur rentre dans une colère contre moi, me traite de tous les noms. C'est pas très agréable. Et il y a une fille qui se lève, qui dit « Monsieur, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Un jour, il sera à l'Académie française. » Et tenez-vous bien, quand j'ai été élu, j'ai reçu une lettre de ce professeur, que j'ai là, qui m'a dit « Mais il me semble que c'est vous qui étiez là. » Et je suis sidéré. Et j'avais complètement oublié cette affaire. Et c'est revenu, et subitement, je me suis dit, et nous avons déjeuné ensemble. Et voilà. Donc, mais j'ai passé une période effroyable, entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans, date de publication de mon premier livre, puisque je n'arrivais pas à écrire. Je n'arrivais pas, j'étais trop jeune, je n'avais pas la maturité nécessaire. Et ça, c'était très, très douloureux. Parce que je voulais écrire, j'y arrivais pas. Je me mettais dans toutes les situations. Je me mettais dans la maison d'Hemingway, là, à Venise. J'espérais, je priais Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Et je n'arrivais pas à écrire. Et puis, bizarrement, à l'âge de 30 ans, eh bien, je suis arrivé à écrire un livre qui était plus ou moins abouti, et là, qui a été accepté par les éditeurs. Et alors, ce qui est assez mignon, c'est quand vous fréquentiez ces familles un peu plus mondaines, vous n'étiez même pas un bel ami ou un profiteur ou quelqu'un qui veut voler quelque chose, vous vouliez juste voler l'odeur de ces familles, voler la sensation de ce... C'est vrai, je n'ai pas
C'est pour ça, là encore, vous m'avez comparé à Napoléon, c'est très gentil. On peut vous comparer à Lévi-Strauss. À Lévi-Strauss, voilà. Entre Lévi-Strauss et Napoléon, ça me va. Eh bien, non, c'est que Napoléon se foutait de l'argent. Et il a dit, ce qui m'intéresse sont mes rêves. Et jamais on ne pourra, avec de l'argent, réussir à acheter mes rêves. Voilà, ils sont au-delà. Alors, le point commun avec Napoléon, c'est l'idée d'être traversé par un rêve. Napoléon, c'est un monument d'humiliation. Il a été humilié par tout le monde et toujours il y a cru. Et vous aussi, c'est pareil, finalement. Même dans les pires moments, vous étiez convaincu que... Mais c'est ce que j'ai rêvé. Jean d'Ormesson avait écrit un article sur ma biographie de Napoléon. Il avait dit, c'est pas une biographie, c'est une autobiographie. Une agiographie. Et c'est vrai que j'ai relevé ce qu'aucun historien n'avait relevé. C'est-à-dire que Napoléon, c'était pas la somme de ses succès qui était intéressante, c'était la somme de ses échecs. Et c'est l'explication de l'identification. Vous n'allez pas vous identifier à Alexandre le Grand, vous n'allez pas vous identifier à Louis XIV, peut-être, ou des gens, ou au général de Gaulle, bon, ils sont au-delà. Mais en revanche, Napoléon, on s'identifie parce qu'il a été trompé par sa femme, il a eu des tas de problèmes dans sa vie amoureuse, il a été trahi par ses copains. Donc, on voit bien à chaque fois, à chaque moment de sa vie, on peut se dire, tiens, j'aurais pu être à sa place. Mais vous avez pour autant eu la tentation d'abandonner parfois. Vous avez eu des périodes difficiles, presque suicidaires. Vous avez choisi la nuit. C'est vrai. J'ai traversé une sale période, et puis avec des histoires d'amour aussi, parce que je croyais terriblement à l'amour, et j'y crois toujours. Mais disons, je souffrais dès qu'une petite amie me trompait. Et en général, j'ai remarqué qu'elle me trompait toujours avec des crétins. Parce qu'elle m'aurait trompé avec un type remarquable dans mon genre, mais c'était toujours avec des crétins. Et par la suite, j'ai remarqué que les femmes me trompaient toujours avec des crétins. C'est comme ça. En général, on pense ça. Mais alors, pour revenir à Napoléon, vous parlez notamment de Julien Sorel, qui en prison lisait le mémorial. Oui. Et vous dites que finalement, Napoléon, qui était pourtant un homme très positif, lègue beaucoup plus son œuvre aux rêveurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que justement, il y a le caractère de modèle qu'il peut donner à chaque adolescent. Mais c'est vrai, parce que la littérature s'en est emparée. Vous citiez Julien Sorel, mais on pourrait dire Fabrice Del Dongo, on pourrait dire Dostoïevski, enfin, tout le monde a rêvé sur Napoléon. Il faut voir le nombre de livres d'écrivains sur Napoléon, c'est extraordinaire. Et les écrivains ont vraiment fantasmé parce que il ne faut pas le voir comme... En fait, il n'est pas aimé par les hommes politiques. Parce que les hommes politiques se disent, à sa place, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ci. La guerre d'Espagne, quelle connerie. Là, la veille, la Russie, c'est stupide. Moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Très bien. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne seront jamais Napoléon. Parce que Napoléon est intéressant comme un mythe. Il est intéressant comme un mythe humain. Il nous montre ce qu'un homme a été capable de réaliser dans l'époque moderne, ce qu'un homme a pu réaliser de plus dans l'époque moderne. Parti de rien, d'une petite famille corse, il a réussi finalement à conquérir quasiment le monde et en même temps à finir dans l'insatisfaction et finir dans le martyre. Et c'est une très bonne, au fond, stratégie. Est-ce qu'il l'a décidé peut-être? Mais Sainte-Hélène a permis de le considérer comme un homme qui avait souffert. Il y a un caractère christique de la destinée de Napoléon. Est-ce que cela fait partie de votre rêve? Non, j'espère de ne pas trouver mon Sainte-Hélène trop vite. L'amusant, c'est que Napoléon détestait les écrivains. Il détestait leur coterie, leur individualisme, leur versatilité. Est-ce que Napoléon vous aurait aimé? Je crois qu'il m'aurait adoré. Non, je crois qu'il détestait pas du tout les écrivains. Non, ça c'est une... ce qu'il détestait, c'était le pouvoir dissolvant des écrivains. Il n'aimait pas les hommes de lettres qui critiquent tout, qui passent leur temps, qui n'ont pas le sens de leur pays. Voilà. Il était patriote et il avait sorti la France d'une espèce de effroyable, d'une tragédie épouvantable. Et il voyait que tout reprenait, que les conversations reprenaient comme au 18e, et qu'on était en train de vouloir tout saper le moral et saper la société. Et donc ça, il détestait. Il détestait les esprits philosophiques. Avec Chateaubriand, il est formidable. Chateaubriand essaie de se faire passer pour un martyr. C'est entièrement faux. La seule punition importante que Napoléon ait donnée
à Châteaubriand, c'est de le faire rentrer en 1809 à l'Académie française. Bon, vous allez me dire, c'est pas très gentil peut-être, mais il y a pire comme prison. Alors, on va revenir sur certains épisodes de votre vie, et notamment un épisode assez amusant qui est les visites aux académiciens. Quand vous vouliez vous faire élire à l'Académie française, il faut faire des visites. Et là, vous aviez des petites fiches sur chaque académicien, en disant de quoi il fallait lui parler. Les académiciens, on croit qu'il suffit de leur faire des compliments. Ça serait trop simple, hein, tout le monde rentrerait. Non, il faut aussi éviter de faire des erreurs, de leur dire des choses. Voilà. Est-ce réussi pour nous jusqu'à présent? Voilà, si vous avez... Voilà. J'ai les fiches... Quand vous vous présenterez, à mon avis, mes fiches sont un peu obsolètes. Sait-on jamais. Les immortels. Alors, donc, première fiche que je regarde, c'était, j'avais rendez-vous avec Jean Guiton, qui était un grand philosophe chrétien, qui n'était pas tout jeune, qui avait 95 ans, et je vais le voir rue Guillemet, près de ma faculté de droit, où j'avais été, et je le vois, j'arrive, et je vois un homme sur un fauteuil, là, et j'avais regardé ma fiche, et sur la fiche, il y a marqué « Vous lui parlez de sa peinture ». Il n'y a que ça qui l'intéresse. Je rentre et je le vois sur son fauteuil. Et puis sur les murs, qu'est-ce que je vois? Des toiles horribles, des croûtes épouvantables. Ah, je dis non, c'est pas possible. Je suis beau être un arriviste, je ne veux pas trahir ma famille en vantant des tableaux qui sont vraiment épouvantables. Alors je lui dis... Maître, j'ai lu votre article dans le Figaro sur la Vierge Marie. C'est vraiment un remarquable article. Je vous ai tellement bien parlé de la Vierge Marie, de son fils qui a eu quand même une carrière exceptionnelle, et de son père, le menuisier. Voilà, bon. Et puis il opinait comme ça. Moi, je continue sur la Vierge Marie, je développe. Et puis à un moment, il me dit c'est embêtant. Je dis pardon, maître. Qu'est-ce qui est embêtant? Il me dit c'est embêtant. Vous m'avez parlé de mes articles. Je m'en fiche complètement. C'était de ma peinture dont il me fallait me parler. Malheureusement, maintenant c'est trop tard. Alors, épouvantable. Vous imaginez, transpirant, blême, je fais marche arrière, je lui dis, mais vous savez, ma famille, j'ai vécu dans l'essence de térébenthine, au milieu des tableaux, il y avait des peintres dans ma famille, et bon, alors bon, il continue à opiner comme ça, bon. Et puis il me dit, au bout d'un certain temps, il me dit, vous êtes jeune, vous êtes souriant. Ça serait merveilleux, à l'académie, chaque jeudi, d'avoir en face de soi quelqu'un de jeune, quelqu'un de souriant. Alors vous imaginez mon sourire, carte jusqu'aux oreilles. Puis il me dit, évidemment, les gens souriants, on se demande toujours s'ils ne sont pas un peu superficiels. Ah oui, parce que vous racontez que les visites aux académiciens, c'est un mélange d'entretien d'embauche avec un directeur du personnel, de séduction d'une jolie femme, et même de visite à une vieille tante très riche pour lui demander de l'argent. Voilà, ça mélange de beaucoup de choses. Et donc, à la fin de cette visite, il me dit, vous savez, j'ai hâte de mourir. Je dis, non, mais pas déjà. Enfin, bon. Et il dit, j'ai hâte de mourir. Et vous savez pourquoi? Je dis, non. Parce que quand je me suis présenté, Mauriac m'a dit qu'il voterait pour moi. Daniel Rops m'a dit qu'il voterait pour moi. L'un des deux a menti. Eh bien, là-haut, je vais le savoir. Il y a une visite encore pire, c'est celle de Jean Rostand. Parce que là, sur votre fiche, il est écrit « lui parler de ses chats ». Non, alors, je crois que c'est pas Jean Rostand. C'est le professeur Wolf. Oui. Ah, pardon. Le tératologue. Mais le tératologue. Mais le tératologue, vous avez raison, tout n'est pas faux. C'est vraiment, vous êtes vraiment déjà un grand journaliste, parce que il y a toujours quelque chose de vrai et quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Mais disons, c'est parce que je regarde ma fiche et sur la fiche, il y avait marqué le professeur Wolf, grand tératologue, vous lui parlez des chats. Il faut lui parler que des chats, c'est ça, c'est très bien. Et j'arrive chez lui, et la première question qu'il me pose, il me dit, je m'assieds, est-ce que vous aimez les chats? Oh, je dis, j'adore les chats, j'aime beaucoup les chats. Vous avez un chat? Je dis, non, pas encore, mais ma mère a un chat. Là, il me dit, c'est très important, parce que vous savez, quand je me suis présenté, j'étais allé voir Jean Rostand, et Jean Rostand, la première question qu'il m'a posée, mais est-ce que vous aimez les chats? Et je lui dis, j'adore les chats. Il me dit, alors, dans ces conditions, je voterai pour vous. Très bien. Et vous voyez, c'est très important que vous aimez les chats. Ouais, très bien. Et bien, puisque vous aimez les chats, je vais vous présenter un chat. Il se lève, vieux monsieur, il va ouvrir une porte, et apparaît un chat. Mais vous savez, un chat avec une tête vraiment à la fois suspicieuse, avec des petits yeux perçants, et qui me regarde d'un air comme s'il avait deviné que j'étais un imposteur, ou vraiment.
Et moi, je me mets à quatre pattes, j'ai Minou, 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 j'essaie de le caresser, il se fuyait à chaque fois. Bref, il va se planquer sous un meuble, je mets la main pour le caresser, il me mord, il me griffe. Bon. C'était atroce. Et je suis parti, j'ai senti que le professeur Wolf ne voterait pas pour moi parce que le chat ne m'avait pas accepté. Mais la question est-ce parce que ces messieurs étaient si vicieux qu'ils étaient à l'académie, ou est-ce que c'est l'académie qui les rendait si superficiels? Vous savez, j'ai raconté ça dans un de mes livres parce que je pense que j'aime bien le caractère, si vous voulez, amusant de la vie, et j'essaie de dépouiller les institutions de tout ce qu'elles peuvent avoir de solennel, vous savez. Je crois que c'est ça la littérature, c'est de voir les petits faits vrais, ce que raconte Victor Hugo d'ailleurs aussi sur ses visites. Voilà, je pense que ce sont des petits faits vrais, et ça ne retire rien à l'admiration que j'ai pour le professeur Wolf ou pour Jean Guiton. J'ai voulu montrer que les petits à côté de la vie, mais vous savez, quand vous viendrez me faire votre visite, peut-être, ça sera la même chose, je dirais des conneries, et puis vous le rapporterez dans un livre en vous moquant de moi, et vous aurez raison, parce qu'il faut pas être prétentieux. La vie, c'est ça, c'est ce qui est important, c'est qu'il peut y avoir des moments amusants. Et même chez les gens qui ont une œuvre, qui ont fait des choses, ils peuvent de temps en temps déraper, se montrer un peu vaniteux, ou commettre des erreurs de ce genre. Mais disons, de ma part, c'est pas vraiment le désir de les ridiculiser ou de ridiculiser l'académie. C'est pas mon intérêt, puisque j'ai toujours montré que je voulais vraiment y entrer. Donc voilà. Je veux pas cracher vos collègues. Je veux pas cracher dans la soupe. Mais alors, vous racontez, par exemple, une autre visite qui, là, était moins drôle, pour le coup, celle à François Nourricier, qui déjà en vous a vu l'arriviste, mais qui ne cache pas son jeu, donc n'est pas forcément un bon arriviste. Et en plus, vous dites que c'était une sorte de calife, qui voyait des complots partout. Mais ça, c'était pas pour l'académie. Hein. Non, c'était pas pour l'académie. Non, il a encore jamais, une fois, précisément là. Non, mais c'est normal. Il n'y aura pas beaucoup de voix à la prochaine. Non, c'était au prix Goncourt. Et on a même parfois l'impression que vous aimez bien le réel quand il est déceptif. Par exemple, une fois, vous êtes invité par Mitterrand à l'Élysée, alors qu'avant, vous le trouviez très sympathique, formidable. Ça se passe très mal, vous le trouvez très ennuyeux, vous dites que tout est mort, je n'y retournerai plus jamais. Et après, vous vous plaignez de ne plus être invité. Non, mais c'est parce que, vous savez, je crois que la déception, ça fait partie de la vie. Nous sommes, et je suis particulièrement, parce que moi, je suis... comme tous les gens qui écrivent ou qui essaient de créer quelque chose, je suis un cyclotimique. Donc je suis dans l'enthousiasme, puis ensuite dans la déception, puis... Tout obtenir pour pouvoir tout mépriser. Exactement. Exactement. Alors, ce qu'on aime aussi, c'est votre flair politique. Vous êtes presque le Nostradamus de la politique. Parce que quand vous rencontrez Mitterrand en 78, vous dites, vous avez l'impression d'être avec Napoléon pendant la campagne de Russie, vous dites, c'est incroyable, j'ai pu connaître un grand homme passé à côté de l'histoire, voir un héros vaincu, fracassé, qui n'arrivera jamais à rien, que je ne reverrai jamais. Encore un autoportrait. Oui, parce qu'il faut voir que, donc, j'avais rencontré Mitterrand en 77, il m'avait fait venir à Château-Chinon, puis ensuite il m'a invité dans un restaurant qui s'appelait Dodin Bouffon, près de Mouffetard, et là, il nous réunissait, on était 5 ou 6, et il nous parlait, et ça cafouillait complètement. On a l'impression que cette campagne, on disait, il ne sera jamais élu, ça va foirer. Et lui-même le pensait, c'est ça qui était étonnant. C'est un peu Sigmaringen. Oui, mais lui-même pensait que sa chance, ça aurait été de battre Giscard, la première candidature de Giscard en 1974, mais qu'après il était cuit parce que Giscard était au pouvoir et que c'est très difficile de battre un président au pouvoir. Donc il y avait une atmosphère, en effet, on avait le sentiment que ça ne marcherait pas. Et je me disais, bon, peut-être tant mieux, parce que comme ça je le garderai pour moi. Enfin, je sentais que si ça marchait trop bien pour lui, je le verrais moi. Ce qu'il faut quand même rappeler que dans votre rencontre avec Mitterrand, vous étiez dans la Nièvre, dans une vieille bagnole cassée qui n'avançait pas, sous la neige, avec François de Gossouf qui jouait un peu au Dupont et voyait des complots partout, et Mitterrand qui vous dit oui, j'aurais fait des grandes choses dans ma vie, j'aurais reconstruit le Parti Socialiste. C'est vrai, il pensait, non mais, vous savez, intelligemment, il pensait que l'élection présidentielle, c'était aléatoire, mais enfin qu'il y avait quelque chose d'indiscutable, c'était d'avoir reconstruit le Parti Socialiste. Il n'y a qu'à voir dans quel état il est maintenant, on voit bien qu'il est. En fait, il a fait une grande chose. Mais alors, on pourrait penser aussi que vous fonctionnez de façon très étrange,
Parce que plus les situations sont désespérées, plus c'est impossible, plus vous y croyez. Par exemple avec Diana. Alors racontez-nous, cette jeune femme que vous avez rencontrée. Attendez, rappelez-moi le contexte. Parce qu'il y en a quand même eu quelques-unes. C'est la 842e. Nous avons trop bien lu, Jean-Marie Boireau. C'est une jeune femme qui, quand vous la croisez, ne vous regarde même pas, ne vous adresse pas la parole. Ah oui, je vois très bien, je vois. Vous savez, dans le domaine amoureux, je crois que le danger, ça serait de croire que les femmes vont vous tomber dans les bras, que voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Ninon de L'Enclos, qui était une spécialiste, parce qu'elle, Dieu sait qu'elle avait connu des hommes. Elle disait « La maladresse des hommes a manqué plus de cœur que la vertu n'en sauve. » C'est-à-dire que, pour vous traduire la phrase qui n'est pas perceptible peut-être au premier instant, c'est que c'est parce que les hommes ne savent pas draguer les femmes, mais c'est pas à cause de la vertu des femmes, c'est que les hommes sont horriblement maladroits. et c'est vrai, avec Diana, je me souviens de cet épisode, ça a réellement existé, ça, parce que c'est intitulé roman, mais ce sont des histoires vraies, mais traitées d'une manière romanesque. C'est-à-dire, c'est traité, parce que j'ai choisi dans ma vie des épisodes qui étaient amusants. J'ai abandonné toutes ma première communion, toutes les choses qui étaient rasoirs. Bon. Et donc, je trouve que rien n'est plus bête dans la vie, quand quelqu'un vous plaît, que de renoncer. Voilà. Je ne renonce pas. Je ne renonce pas, je n'ai pas renoncé pour le bac, je n'ai pas renoncé pour l'académie, et dans mon domaine amoureux, je n'ai pas non plus renoncé, donc je fais une terrible cour, et au fond, vous avez chez les femmes, le fait déjà qu'il y ait quelqu'un qui tombe amoureux d'elle, ça crée, dès que le mot amour est prononcé, ça instille un poison qui peut faire avoir un très long chemin. Puis un jour, eh bien voilà, ça arrive et la femme vous tombe dans les bras. Voilà, ça arrive. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Mais enfin, je ne sais pas de la forfanterie, puisque j'ai eu tellement d'échecs amoureux, voilà, et tellement de femmes m'ont quitté que je ne suis pas du tout en train de jouer les Casanova. Mais d'ailleurs, vous pensez que la réciprocité est un calcul bourgeois? Je crois que la chance, c'est de tomber amoureux. Le fait de tomber amoureux, c'est un don du ciel. Voilà. Parce que, vous imaginez, vous prenez le métro comme moi, vous allez vous fréquentez des gens. Il y a tellement peu de gens qu'on a envie de toucher, dont on a envie de se rapprocher. Alors, faire ces choses qu'on fait, je crois, nus, enfin, à moitié nus, avec quelqu'un... On ne connaît pas tout ça. On est innocent. Vous verrez. Eh bien, faire ça avec quelqu'un, mais attendez, c'est un miracle. Les gens sont tellement dégoûtants, ils sont tellement vulgaires. Enfin, l'humanité, franchement, n'est pas ragoûtante. Et subitement, il y a un être, on a envie de le serrer dans ses bras, on a envie de serrer son gant, son mouchoir, sa chaussure, on a envie de... Chacun ses fantasmes. Oui, et on a envie que toute cette personne est tellement idéalisée et devient comme un rêve. Et ça, c'est merveilleux, c'est une chance. Donc, que les gens se plaignent parce qu'ils sont trompés, ils sont abandonnés, mais ils sont absurdes. Ils ne se rendent pas compte que la très grande chance de la vie, c'est de tomber amoureux. Mais vous n'êtes pas un peu un tératologue? Vous ne pensez pas que justement, quand les femmes sont plus sales, quand il y a quelque chose d'un peu dégoûtant, c'est plus excitant? Attendez, non. Franchement, alors là... C'était une question improvisée. Oui. Non. L'hygiène des femmes et des hommes, celle des hommes. J'aime bien une certaine propreté. Non, je crois que c'est peut-être parce que je suis un peu bourgeois sur les bords, mais enfin, non, disons... il y a des bouchées. J'aime pas... Vous savez, il y avait une phrase de Monterland que j'aimais beaucoup. Il disait, on va me prendre pour un pervers sexuel, mais ce qui me séduit le plus chez une femme, c'est la bonté. Voilà. Moi, j'adore les femmes bonnes, j'adore la bonté, j'aime bien la beauté, mais beauté et bonté, ça va ensemble. Les Grecs, d'ailleurs, avaient fait, je crois, un mot. Oui, je suis un peu pédant, parce que j'ai eu du mal à avoir mon bac. Pour remonter le niveau un peu général. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, très important, mais non. Parce que vous voulez laisser vos auditeurs ou vos spectateurs sur une grande interrogation. C'est que je vous ai parlé largement de mes déboires en matière scolaire. Bon.
Je ne vais pas hésiter. Hein. Mais il faut que je vous raconte quand même une petite anecdote qui s'est passée il y a 3-4 ans. Je reçois un coup de téléphone, un monsieur qui me dit « Monsieur, je suis le président de l'association des surdoués. Nous voudrions vous avoir comme invité d'honneur à Strasbourg. » Bon, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était Jean d'Ormesson ou Gonzague Saint-Brice qui m'appelait pour me faire une blague. Et puis, je lui ai dit, mais monsieur, et puis j'ai vu que c'était vraiment tout à fait vrai. Et il m'a dit, alors je lui ai dit, mais non, je ne suis pas surdoué, j'étais nul, voilà. C'est ce que disent toujours les surdoués. Et je suis allé à Strasbourg, j'ai eu une ovation. J'ai eu une ovation à Strasbourg. Et tout le monde est venu me dire, mais vous êtes le surdoué qui ne peut pas, qui est nul en mathématiques, nul en orthographe, nul en français, nul en tout, et qui est au-dessus. Voilà. Alors j'ai regretté que mes professeurs ne soient pas là, et que mes pauvres parents ne soient pas là non plus, parce que j'aurais pu dire qu'au fond, l'explication de tout, c'est que j'étais un surdoué. Je veux dire, aujourd'hui, pour rater son bac, il faut vraiment être un surdoué. Ah, il faut non, avoir un talent. J'aurais passé mon bac aujourd'hui, j'aurais eu la mention très bien. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez, important de le dire. assez drôle, ces associations, parce que j'avais vu de loin à des moments, ça regroupe souvent des gens un petit peu autistes, qui grimpent au rideau, qui parlent de dos. Enfin, c'est des gens assez étonnants, ces associations de surdoués. Oui, enfin, moi je grimpe pas encore au rideau, vous avez vu, ces rideaux sont là. On pensait. Et alors, c'est par exemple, vous dites que le moment de toute la littérature française qui est le plus excitant, c'est la ligne de petits points dans le rouge et le noir. Ah oui. Parce que c'est oui, maintenant il y a une manie. Alors évidemment le grand chef c'est Houellebecq. Alors, il y a une fellation toutes les 15 pages. Et d'ailleurs quelquefois au moment où la tension baisse, on se dit oui c'est très intéressant, c'est bien écrit, très bien écrit, mais enfin on se dit c'est théorie sur le remplacement, je sais pas quoi, ça baisse un peu, on peut peut-être fermer le livre pour dormir, et à ce moment-là arrive la fellation. Alors oui, ça remet la tension, alors on est, puis on repart sur l'autre. Donc il a trouvé un système qui est pas mal pour maintenir le lecteur éveillé. Disons, l'art contemporain a plutôt tendance à enfoncer le clou, si vous voulez. Moi, je suis dans la suggestion. C'est un peu comme le rouge magenta dans la peinture, voilà, qui écrasait toutes les autres couleurs et qui ne pouvait être que toute seule. Voilà, c'est la comparaison que je donne, oui. Oui, je ça dans un... J'ai bien révisé. Mais est-ce que finalement, ce qui, de certaine façon, ne vous excite pas aussi le plus chez les femmes, c'est les êtres croisés, les femmes manquées, les regards qui ne donnent rien? C'est quand le sexe, enfin, quand l'amour n'a pas lieu, presque. Quand la comète ne passe pas. Bien sûr, parce que ce qui nous attache le plus, ce sont les occasions manquées. Et il y a beaucoup d'écrivains qui en ont parlé de cette vous savez, il y a un poème de Baudelaire, à une passante, voilà, la femme qui passe, qu'on aurait aimé, au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savait. Et puis il y a les femmes fatales qui vous détruisent, qui vous blessent, qui vous laissent un souvenir impérissable, plus on vous a torturé. Mais on vous a torturé parce qu'on aimait vraiment, vous voyez. Et donc les femmes qui en ont profité, en même temps vous rendent service, parce qu'elles laissent une marque indélébile. Alors, c'est vrai que j'ai eu, parce que je suis au fond, disons le mot, un romantique. Et d'ailleurs, Simon Leys, vous voyez qui est Simon Leys, oui. Simon Leys avait lu mes livres, et un jour nous avons déjeuné ensemble, et il m'a dit, vos livres, vous êtes un romantique avec de l'humour. Et c'est d'autant plus curieux que les romantiques n'ont pas d'humour et que les gens qui ont de l'humour ne sont jamais romantiques. Voilà. Donc j'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que ça me définit assez. Je crois que je suis vraiment profondément romantique, mais avec de l'humour. D'ailleurs, il y a le côté un peu le Jean-Marie Roire fiévreux. Vous racontez Jean-Marie Roire, prédateur sexuel, qui erre dans les nuits, dans ces nuits sans lune, dans la rue de Lambes, dans des bars. Oh, j'étais pas Jacques Léventreur, attention. Hein. Presque oui. ça. Oui, j'ai raconté cette scène parce qu'elle m'est arrivée, en effet, et puis je me suis dit, au fond, à qui ça n'est pas arrivé? C'est soit on est quitté par une femme, et en même temps on essaie cette femme vous manque, et on essaie de la remplacer par la première fille qui passe. Voilà, c'est ce côté tragique. Alors, on va revenir maintenant sur une rencontre qui est essentielle, la rencontre de Jean d'Ormesson. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, on ose tout, on envoie un SMS à Jean-Marie Roire, on n'a plus d'assez. Mais vous, la première fois quand vous avez parlé de Jean d'Ormesson, vous n'avez pas osé le rencontrer, vous vous êtes mis en dessous de chez lui, vous l'avez guetté. Il faut voir dans quel contexte. Donc je ratais mon bac,
j'étais dans cette famille très snob, que j'étais méprisé. Donc, et puis il y avait Jean d'Ormesson qui, lui, était très apprécié, parce qu'il était aristocrate, il était riche, il était fils d'ambassadeur, agrégé de philo, il venait de publier des livres. Bon, il avait tous les avantages. Et moi, quand je disais, j'aimerais bien lui parler, on me disait, oh, non, t'es fou, je ne saurais pas. Donc, Pourtant, il n'était pas encore. Attends, une espèce de gloire non, il n'avait pas nationale. dit ça. Il tirait des ouvrages qui tiraient à 2000 exemplaires, non, il n'était pas du tout aussi connu qu'après. Et voilà, et bien en effet, il me fascinait, je me disais c'est merveilleux, un écrivain qui a toutes ses entrées partout, qui est là. Et il correspondait, ce que j'ai vu par la suite, ce que j'ai compris par la suite, au fond, on se correspondait parce que nous étions deux adolescents. Voilà. Et c'était un adolescent, même il est mort à 92 ans, mais il restait adolescent, et nous avons beaucoup ri ensemble. Nous avions la même conception gaie de la littérature. Mais pour autant, c'était l'amitié paradoxale d'un classique et d'un romantique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous avions, mais d'ailleurs, notre amitié, qui a été vraiment assez profonde, hein, on peut le dire, était très littéraire. Nous étions deux fous de littérature, mais nous avions une grande différence. C'est que moi, j'étais profondément romancier. Je suis profondément romancier. On va mettre trop passé quand même. Et lui n'est pas romancier. Voilà. C'est un écrivain, un remarquable écrivain, mais c'est pas le roman qui domine chez lui. Lui, c'est un roman de la sortie du roman qu'il écrit. Ce sont des essais, ce sont des choses, des livres à thèse, des livres avec une... voilà. Et je dois dire, il ne m'a pas influencé comme écrivain. Il a influencé ma vie, parce que ça a été mon professeur de vie. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, que j'avais une difficulté, je me dis, que ferait Jean d'Ormesson ? Parce que, et il ne m'a jamais donné de conseils. Il m'a jamais dit, fais ci, fais ça, alors que j'étais un peu entre le frère et le fils, vous voyez, quelque chose comme ça. Il aimait bien, mais je crois cette chose très rare chez les gens qui aiment la littérature, c'est la gaieté, s'amuser, l'humour. Vous voyez. Et ça se trouve pas souvent. On trouve beaucoup de gens cultivés, mais on trouve pas beaucoup de gens qui ont envie de s'amuser avec la littérature. Voilà. Et nous, on s'amusait. On pouvait se tordre de rire avec Chateaubriand pendant des heures. Il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. Et il était comme moi, il aimait à la fois Proust, mais aussi le soleil, mais aussi les jolies femmes, mais aussi les choses. Voilà, on avait une sorte de fraternité merveilleuse et qui fait que même encore maintenant, je lui parle. On se lui parle parce que on se appelait presque tous les jours, vous voyez, pour se raconter les choses. Et quelquefois, on préférait se raconter les choses plutôt que de les vivre. Par exemple, certaines séances de l'académie, par exemple, il préférait que j'y aille et que je lui raconte après. Et vous racontiez notamment en Corse, quand vous étiez sur la plage, et il passait son temps à faire des petites additions pour calculer vos voix pour et vos voix contre à l'académie. C'est charmant. Parce que l'académie, c'est toujours, pour les gens qui se présentent, et un mauvais souvenir, surtout quand ils ont été battus. Et moi, je veux dire, ça a été un très bon souvenir, parce qu'on s'est tellement amusé à voir qui allait voter pour moi, qui ne voterait pas pour moi, pourquoi il ne voterait pas pour moi, pourquoi il voterait pour moi. On s'est tordu de rire, vraiment. Et je garde de ce point de vue-là un souvenir merveilleux de tout, d'ailleurs, avec lui, parce que je crois sauf la période où on s'est brouillé, à cause du Figaro. Mais en dehors de ça, et là, il ne m'a pas fait rire du tout, mais en dehors de ça, on a vraiment une relation merveilleuse. Mais la période où vous êtes brouillé, finalement, ça a presque permis votre premier succès, parce que votre premier livre, Les Feux du Pouvoir, était une sorte de lettre à Jean d'Ormesson. Mais vous avez tout à fait raison. C'est ça qui est curieux dans la destinée. C'est que si je ne m'étais pas brouillé avec Jean d'Ormesson, je serais resté au Figaro, et finalement, je n'aurais pas écrit ce livre dans lequel d'Ormesson était le héros, qui s'appelait Les Feux du Pouvoir, qui ensuite a eu le prix Interallié. Et donc, si je n'avais pas souffert, si je n'avais pas eu le chômage, tout ce que j'ai connu, le difficile après avoir quitté le Figaro en 1975, c'est sûr que je n'aurais pas écrit ce livre. Et donc, vous savez, moi, je crois profondément au destin. Je crois que, je vais peut-être vous surprendre, c'est mon petit point commun avec Napoléon, c'est que je crois qu'il disait « la balle qui me tuera portera mon nom ». Moi, je crois que tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est préfiguré. Et que quand j'ai des difficultés, une femme qui me quitte, un journal que je suis obligé de quitter, quand je suis condamné par la 17e chambre pour Omar Haddad, eh bien, je l'accepte, je me dis...
ça a une utilité dans ma vie, c'est quelque chose. Ça m'amènera à un perfectionnement, ça m'amènera à une expérience, ça m'amènera à quelque chose. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut la voir de façon positive et se dire que, voilà, si on a une vision des choses un peu haute, parce que c'est ça, il faut être dans un système de valeurs, eh bien, je crois que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Il y a une phrase de Borges sur ça, que vous citiez, mais que j'ai oublié. Ah bon. Si vous l'avez peut-être, qui était dans le dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Ouais. Ça, les phrases Oui, de oui. Borges. Non, Ah je vois très bien la phrase. Il dit Voilà. toute rencontre est un rendez-vous, toute mort est un suicide. C'est beau. Et quelle a été la brouille la plus douloureuse avec Jean d'Ormesson entre cette brouille au Figaro et celle qui vous a opposé au sujet de Marie-Antoinette et du comte de Fersen? Oui, mais ça c'était une broutille, le comte de Fersen. Là c'était la psychanalyse, puisque quand nous avons cette discussion un soir où je disais une banalité, je disais que Fersen était l'amant de Marie-Antoinette, et Jean d'Ormesson entrait dans une terrible colère, parce que c'était très rare chez lui, il n'était jamais en colère. Et puis le lendemain matin, il vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai un peu exagéré hier soir. Voilà. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que je me souviens d'avoir eu la même réaction que toi, d'avoir dit ça à mon père. Et mon père était rentré dans une colère absolument terrible. Donc je dis, et vous ne croyez pas à la psychanalyse? Vous avez tous les deux douloureusement tué le père, n'est-ce pas? Voilà, Ça voilà. vous rapprochait aussi. Ce qui est amusant, c'est quand vous avez connu Jean d'Ormesson, on a un peu l'impression qu'il avait toutes les qualités, la puissance sociale, l'entre-gens, le talent de réussir, la séduction. Et vous aviez tous les défauts, et c'était votre seule qualité. C'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment caricatural. C'était caricatural à cette époque-là. Je veux dire, il était rempli. Ce qu'il n'avait pas encore, c'était le grand succès public qu'il aura par la suite. Mais autrement, il avait toutes les qualités. Il avait ce charme en société. Moi, j'étais très... Enfin, je ne veux pas vous faire des confidences, mais j'étais très timide. J'avais la trouille dès que je rentrais dans un salon. J'avais peur. J'avais peur de draguer les filles. J'avais peur de tout. Et puis, j'étais dans une insécurité sociale effroyable. Alors que lui était heureusement à l'aise. Bon. Et c'est vrai que c'était mais au fond, si vous voulez, je suis très heureux d'avoir eu à 18 ans ce modèle d'homme qui en plus était bon. Voilà, c'était pas un homme méchant. Jamais on était dans la médiocrité. Jamais on passait notre temps comme dans le milieu littéraire à dire ah, tel est nul, ça est bien, donner des bons points, on s'en fout, ou à dire dans la méchanceté, dénigrer. C'était pas son genre, et c'est pas le mien non plus. Moi, je suis en train de, je crois, on était dans une forme de essayer d'être intéressé par tout ce qui passe. Voilà, tout ce qui passe dans votre vie. Et s'y intéresser, essayer de le comprendre. Alors il faut qu'on parle d'une aventure incroyable, et la description est extrêmement amusante, car ça avait l'apparence d'un journal, mais c'était une sorte de secte, dirigée par une sorte de prince de la nuit, d'ange malin ou méchant, qui était Philippe Tesson et le quotidien de Paris. Et d'ailleurs Philippe Tesson est presque responsable d'une des plus grandes humiliations de votre vie. Attendez. C'est douloureux là. Je cherche l'humiliation. On a eu tellement. Non, parce qu'il m'a tellement apporté. Vous savez, c'est un homme, je lui dois énormément. D'ailleurs, je le dis dans ma préface à mon livre sur Jean d'Ormesson, j'ai les deux hommes qui ont compté dans ma vie, c'est Jean d'Ormesson pour la littérature, et Philippe Tesson, parce que c'est grâce à lui, il m'a fait confiance. Et grâce à lui, j'ai vécu une expérience de journalisme exceptionnelle, qui n'existera plus, qui ne pourra plus exister. Et il a inventé une sensibilité de tolérance. On était au quotidien de Paris avec des gens de droite, des gens de gauche, c'était un mélange. Et tout le monde s'entendait. Il y avait une sorte dans l'admiration qu'on avait pour cet homme invraisemblable qu'est Philippe Tesson, qui était ondoyant, divers, qui pouvait se mettre en colère, qui est toujours insatisfait, voilà. Mais il m'a énormément, je veux dire, j'ai vécu des années merveilleuses grâce à lui, mais quand est-ce qu'il m'a humilié? 2 fois en plus. Ah oui, en moi, non. La première fois, on vous en croire que vous alliez diriger. Oui, c'est vrai. Alors, et après, on vous comparant au bureau Mazarin. Non, parce qu'il avait un petit défaut, c'est qu'il avait une forme de fidélité profonde et d'infidélité superficielle. C'est-à-dire qu'il pouvait vous proposer des choses, puis le lendemain, il avait oublié. Bon. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'il m'avait proposé de la direction des nouvelles littéraires. C'était mon rêve, moi, diriger un journal littéraire quand j'avais
30 ans, c'était mon rêve. Et puis finalement, il m'a fait un tour de cochon, il l'a donné à Jean-François Kahn. Bon, alors j'en ai un peu voulu. Mais puis après, on s'est réconciliés. Et puis un jour, il m'appelle dans son bureau. Et je travaillais depuis 5 ans avec lui, ou 6 ans. Et il me dit, vous savez, dans les familles bourgeoises, quelquefois, on a un problème. Et on a besoin d'argent. On regarde dans le salon ce qu'on pourrait vendre. Et puis on voit l'orgueil de la famille, le cabinet Mazarin. Et on se dit qu'il faut s'en séparer. Eh bien, Jean-Marie, vous êtes mon cabinet Mazarin. Sympathique. Et les gens qui venaient au quotidien de Paris ne venaient pas pour faire du journalisme, pour l'argent, l'ambition. Ils venaient, vous dites, pour se livrer à des expérimentations spirituelles, pour faire en quelque sorte une psychothérapie de groupe. C'est vrai. C'est vrai, il y avait des gens tellement invraisemblables et différents. Il y avait Zemmour, il y avait Dominique Jamais, il y avait vraiment, c'était une pépinière de talent. Lui, c'est un personnage magique, c'est un personnage... Alors, il m'a fait des coups tordus, c'est vrai, mais j'ai jamais pu lui en vouloir. Jamais pu lui en vouloir parce que, vous savez, moi, je me suis dit, quand on rencontre quelqu'un d'exceptionnel, il ne faut pas commencer à se brouiller avec lui pour des conneries. Voilà. Et donc, ça allait être la même chose avec Dormezon quand il m'a fait des coups pendables avec les dames. Ça, on ne les connaît pas. Eh bien, non, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, essayer de ne pas avoir trop d'amour-propre. Je crois que l'ennemi de la vie, c'est l'amour-propre. Croire qu'on est, vous savez, ce côté espagnol, l'honneur est en cause. Non, je crois qu'il faut, quand on rencontre des gens exceptionnels, eh bien, il faut leur pardonner beaucoup parce que les gens exceptionnels, c'est très rare. Vous avez une phrase très jolie, vous dites « Vous avez vu chaque matin Philippe Tesson plein de feu et d'espoir rêver un journal qu'il détruisait le soir à coups de sarcasme. » Oui, c'est ça. Et finalement, vous expliquez aussi qu'après une telle transe, une telle période de passion, c'était impossible de retourner à la raison et d'aller dans un journal normal, en quelque sorte. Car tout devenait décevant. Oui, j'ai du mal à m'acclimater. Mais comme finalement, en sortant du quotidien de Paris, Robert Hersan, que j'avais quitté 10 ans plus tôt, en faisant jouer à la clause de conscience, m'a rappelé au Figaro. Et là, j'étais mon propre patron. C'est-à-dire que je ne dépendais que de lui. C'est vrai que j'avais une liberté totale. Finalement, j'ai pu, avec le talent qui est moindre, journalistiquement parlant, que celui de Philippe Tesson, j'ai pu reconstituer un peu, avec beaucoup de collaborateurs du quotidien de Paris, ce moment d'euphorie merveilleuse. Et on a pu poursuivre un peu cet esprit du quotidien de Paris au Figaro, en étant dans un journal très différent. Donc on était obligé, on ne pouvait pas être aussi fantaisiste qu'on était dans un journal comme le Quotidien de Paris. Et est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait exister encore un journal aussi joyeux, intense, contre la lourdeur, contre l'esprit de sérieux, un journal qui pourrait ressembler à ce qu'était le Quotidien de Paris? Ou non, pas du tout. Par notre émission, bien sûr. Mais oui, notre émission est sur le chemin. C'est très difficile parce que maintenant vous êtes enserré dans des lois épouvantables qu'il faut faire que vous ne pouvez plus dire un mot... tout de suite mal interprété, et vous avez un procès. Donc ça sera de plus en plus dur. On a déjà été convoqué plusieurs fois à la police. Ben oui, bon. Alors, il faut parler dans les autres portraits d'un personnage que vous surnommiez la Kalachnikov dans le sac Hermès. Oui, belle expression en effet. Et qu'on aimait beaucoup, qui était Jacques Vergès. Alors Jacques Vergès, vous l'aviez connu parce que c'était l'avocat d'Omar Haddad. Et... c'est assez drôle car quand vous allez voir Jacques Vergès, vous lui demandez, j'ai quand même une question, est-ce que Haddad était vraiment innocent? Et qu'est-ce qu'il vous répond? Et à ce moment-là, il prenait un peu gêné, il me dit, vous savez, quand je défendais en Algérie les poseurs de bombes sur les marchés qui tuaient les femmes et les enfants, je ne peux pas vous dire qu'ils étaient vraiment innocents. Eh bien avec Omar Haddad, c'est différent parce que c'est mon premier innocent. Et je suis un peu gêné parce que c'est mon premier innocent que je défends. Et alors on pourrait se demander comment finalement l'écrivain un peu mondain du Figaro, habitué des dîners des duchesses, et le défenseur engagé du petit jardinier de l'Atlas peuvent se rencontrer. Vous savez, c'est que vous me connaissez un petit peu, mais vous ne me connaissez pas très bien. On se connaît que depuis 1 heure. On demande qu'à vous connaître. Si vous dites ça à toutes les femmes au bout d'1 heure. Non, mais parce que, disons, mon premier article, ça a été pour défendre Gabrielle Russier. Gabrielle Russier, c'était cette femme qui avait été inculpée parce qu'elle avait eu une aventure avec un de ses élèves. Et quand je suis entré dans le journalisme, si j'ai choisi le journalisme politique, c'est parce que je ne voulais pas
passer mon temps à inaugurer des chrysanthèmes. Je voulais rentrer dans la chair de la société et dénoncer des choses. Voilà. C'est paradoxal, si je puis me permettre, car vous admirez aussi les hussards, Nimier, Blondin, qui justement ont un peu la mentalité de l'art pour l'art, une impertinence aristocratique. Comment peut-on aussi être un écrivain engagé quand Votre question est particulièrement juste. C'est vrai, mais les hussards, je les ai regardés à distance. J'ai beaucoup aimé le style des hussards. J'étais très lié avec... C'est Blondin qui m'a, disons, je n'ai pas fait connaître, mais j'ai fait le grand article sur mon premier livre, La fuite en Pologne. Et donc je l'ai beaucoup aimé. J'étais sensible au fait qu'ils me reconnaissent. Enfin, mais j'ai beaucoup Nimier, j'ai beaucoup aimé Déon et d'Ormesson, qui était un peu aussi dans la mouvance. Mais je me suis complètement séparé d'eux sur leur position politique, sur leur vichisme, sur leur Algérie française. Non pas que je condamne les gens qui ont participé à Vichy, c'est pas la question. Chacun à son époque fait ce qu'il peut. Hein. Mais parce qu'ils continuaient à le revendiquer, ils ne voyaient pas les erreurs, ils refusaient de voir leurs erreurs, comme Michel Léon. Donc, non, mais j'étais politiquement pas du tout comme eux. Moi, je pense que ma conception du journalisme, c'est d'aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Pour finir cette émission, j'avais une citation de La Mouette de Tchekhov. Vous me direz si elle vous va, je pense. Pour un aussi grand bonheur que d'être écrivain, je supporterai l'inimitié des miens. Au besoin, la désillusion. J'habiterai sous les toits, je ne mangerai que du pain noir, je souffrirai du mécontentement de moi-même, de la conscience de mes défauts. Mais en retour, j'exigerai la gloire, une vraie gloire, tonitruante. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Eh bien, oui, vous avez pris la bonne citation. C'est ce que je mettrais peut-être sur ma tombe. Peut-être un tout dernier mot pour conclure sur l'académie. Il faut dire de qui c'est. C'est de Tchekhov. Et Tchekhov dit autre chose que j'aime beaucoup, une autre phrase. Il dit, on croit que écrire, c'est immédiatement devenir à la fois très considéré, riche, toutes les femmes à vos pieds. Mais pas du tout. Ça ne consiste qu'en un seul mot. Endurer. Et peut-être un dernier mot, où en est la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, qui est en chantier depuis 1935, je crois, et qui en était récemment aux dernières lettres de l'alphabet. On voudrait savoir où ça en est. Alors, vous êtes comme Napoléon, qui trouvait que ça allait pas assez vite. Il disait, faut me terminer ça dans l'année. Eh bien, écoutez, je crois que ça avance raisonnablement à un train de sénateurs, parce que vous savez que les académiciens ont une conception du temps un peu différente. Comme ils sont immortels, ils ont une conception du temps un peu différente de la vôtre. Voilà, ils ne sont pas pressés. Voilà, moi, je suis dans l'impatience. Je suis un impulsif dans l'impatience. Alors, c'est sûr que je ne suis pas dans le même rythme que l'Académie, mais je pense que ça va arriver bientôt. On aura bouclé la boucle, mais après, il faudra reprendre dans l'autre sens. Hein. Et vous savez, moi, l'Académie, je la trouve très utile. Seulement, je trouve qu'elle devrait... nous devrions, parce que j'ai du mal à dire, je dis l'académicien, je vois comme j'étais toujours candidat. Je crois que je suis toujours candidat. J'ai l'impression d'être toujours candidat. Quand j'écris un roman, j'ai l'impression que c'est le premier. Je me demande s'il va être pris par l'éditeur. Et à l'Académie, j'ai l'impression que je suis toujours aussi... Je ne suis pas encore élu. Et d'ailleurs, dernière question, vous étiez content ou pas de l'élection d'Alain Finkielkraut à l'Académie française? Ah, bah écoutez, j'étais content. Mais vous n'allez pas me faire dire que... On va vous mettre en porte-à-faux avec tous vos amis de l'Académie. D'abord... Vous avez un débat, quand même. Non. Ah non? Il n'y a aucun débat. Ah non. De toute façon, il est rentré comme une lettre à la poste. Mais non, attendez. le soutenait. Non, ne tombez pas dans les travers des journalistes. Ça commence. Mais non, il a eu quelques personnes qui n'étaient pas favorables, mais connaissez-vous quelqu'un qui n'ait pas eu des gens défavorables? Lévi-Strauss, quand Lévi-Strauss s'est présenté, il a eu 10 croix. Ah oui. Oui, donc franchement... Être élu la première fois, moi qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'étais élu à la 5e reprise. J'aurais pu dire que on m'en voulait, qu'on me détestait, qu'on détestait les Béarnais ou je ne sais qui. Non, franchement, non, je crois. Il y en a des biens, des Béarnais. Non. Vous êtes Béarnais, non? Non, je crois. Honnêtement, c'est un faux problème. Non, vraiment, de ce point de vue-là.
Et si vous voulez, les élections à l'Académie, c'est normal que chaque académicien ait des adversaires. Moi aussi, j'ai des croix, c'est pas grave. Vous allez les dénoncer, les 10 qui ont mis des croix à Lévi-Strauss. Ouais, non, mais si vous voulez, il faut se replacer toujours dans la contextualisation. Voilà. Et tous les événements, il faut les revoir dans un contexte. Il faut voir que Lévi-Strauss avait eu une polémique avec Roger Caillois sur le relativisme culturel, voilà, et qu'ils avaient eu toute une polémique, qui était remarquable d'ailleurs, je vous la recommande parce qu'elle est passionnante, et que donc il y avait des gens qui étaient, comme Jean d'Ormesson d'ailleurs, qui étaient du côté plus de Caillois, c'est-à-dire que la société occidentale est dominante, et que les sociétés marginales, les boros, sont des gens moins civilisés, et alors, c'est un débat qui avait porté sur Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'était le début du relativisme culturel. Mais moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Lévi-Strauss, mais bref, c'est une autre question. Mais puisqu'il était finalement l'ancêtre de tout cela, de ce relativisme, c'est Montaigne. En tout cas, Jean-Marie Roy, nous étions ravis de cette émission. Merci beaucoup d'être venu avec le Chant Céleste. Merci beaucoup à Antoine. Merci. La semaine prochaine, salut et fraternité. Merci.